Bonjour à tous, c'est DosGeek pour la chaîne UFO section 51. Bienvenue à vous sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau format de vidéo. Donc c'est un test, hein, c'est un tout nouveau, un premier test pour un tout nouveau format de vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler évidemment la plupart du temps en français dans ce nouveau format de vidéo, parce que c'est plus facile pour moi pour réagir sur le moment, pour réagir en direct, et pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Évidemment, si je peux aussi, je m'exprimerai parfois en anglais. L'avantage de ce genre de vidéo en 360 VR, c'est que vous pouvez la visionner sur différents supports, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone mobile. Et l'avantage aussi, c'est que c'est une caméra, c'est une vidéo 360, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, pendant la vidéo, à tout moment, vous pouvez pivoter, vous pouvez naviguer dans l'image, que ce soit devant moi, autour de moi, regarder le ciel, tout ce qui se passe autour de moi pour découvrir l'environnement dans lequel j'évolue. Alors là, je passe au-dessus d'un pont. Et donc, ce qui peut être innovant, original, intéressant, tout ce que vous voulez avec ce nouveau format de vidéo, donc c'est évidemment que vous pouvez naviguer à tout moment dans l'image, donc peut-être ce sera un peu plus immersif, en fonction du support, vous avez différents outils. Chaque support a son propre outil pour naviguer dans l'image. Si vous êtes sur ordinateur, vous avez un petit curseur en haut à gauche normalement de l'image pour pouvoir avec la souris changer d'angle de vue. Et sur tablette, c'est un peu pareil, mais c'est avec les doigts, je crois. Ou alors en tournant la tablette comme ça autour de vous, en la bougeant, vous allez voir que l'angle de vue va changer. Et pareil pour le téléphone mobile. Donc je vous laisse découvrir un peu. Moi j'aime bien l'idée. Ça peut être moyen de faire un truc original. Une sorte de vidéo vraiment qui change de toutes les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et pour les personnes, pour les anglophones, les abonnés des premières heures de la chaîne qui sont anglophones majoritairement, souvent américains ou anglais, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres automatiques dans la roue crantée en bas, et évidemment pensez à activer aussi la traduction automatique en anglais avec Google Translate, qui est maintenant assisté par l'intelligence artificielle, qui permet une traduction automatisée très précise quasiment. Ça s'est encore amélioré, ça s'améliore très vite, et on arrive maintenant à des résultats assez proches de ce qui est dit. C'est vraiment très qualitatif. For the people who are not speaking French and who want to watch this video in English, I will still continue to speak in French, but you can at any moment turn on the subtitles and activate turn on the captions or the subtitles if you want, and activate the auto translation in your language. You can choose English or other language, German, Chinese, anything you want, Spanish, and Google Translate will do the work. And normally it should work very well for the auto translation. So I am walking on this path. Je suis en train de marcher. Des fois il faut que je switch de langue quand je parle, mais aussi quand je pense. Et donc là on se rapproche de l'endroit où je voulais vous emmener aujourd'hui, qui est
Donc ça fait un petit moment que je marche parce que c'est en plein dans la campagne, hein. C'est pas au bord des routes, c'est pas évident à trouver. Et c'est un coin, c'est un site que j'avais repéré depuis un petit moment et je trouvais que c'était intéressant de vous le faire découvrir. Parce qu'il est vraiment perdu dans la nature. Et c'est vraiment intéressant à partager pour différentes choses que vous allez voir. Alors j'espère que vous voyez quand même un petit peu de choses. Je vais essayer de changer l'orientation de la lumière. Là, est-ce que... Ouais, mettre un peu plus fort la lumière. Alors, on va mettre à hauteur des yeux. Là, encore plus fort. Là, normalement, vous devez voir quelque chose. Donc là, on est vraiment dans la forêt, quasiment. On est en lisière d'un chemin. Donc j'espère que au niveau du rendu final, ça rendra bien. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, on voit un peu ce qui se passe autour. J'espère que ce sera pas trop sombre. Sinon, les prochaines vidéos, je les ferai en plein jour. Et on va se rapprocher du site petit à petit. Donc évidemment, soyez indulgents, hein. C'est une première vidéo, c'est un test. Je fais de mon mieux, j'espère que ça rendra bien. Sinon, peut-être que je la referai en plein jour pour qu'on y voit plus clair. Mais souvent, quand c'est en pleine nuit, je trouve que c'est quand même intéressant. Ça donne une ambiance différente, une atmosphère différente. Donc voilà, on s'approche du lieu, de la bâtisse abandonnée. Je sais pas si vous arrivez à distinguer quelque chose. J'arrive pas à marcher droit parce qu'il faut que je regarde où je marche, que je regarde le téléphone, enfin l'écran du téléphone pour voir ce que je filme. Il faut que je fasse gaffe à plusieurs trucs. Donc là on arrive à... Voilà. On arrive devant ce vieux portillon. Et si je lève un peu la lumière, vous allez voir, on voit cette vieille église qui date du 11e, 12e siècle. Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière? Là c'est éteint, là c'est moyen. Là on est au maximum. Donc, si je monte, voilà, comme ça, est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est ça, on la voit. Donc, si je me déplace, vous voyez que c'est une église en ruine. Ça fait un moment qu'elle est là. Et on va s'avancer. Hop là. Donc je vous donnerai les infos après. Et vous voyez un peu l'ambiance. C'est vraiment impressionnant ce genre de bâtisse. Moi ça m'impressionne toujours. Parce que c'est abandonné, mais on s'imagine comment ça a été construit à l'époque, au 11e, 12e siècle. Donc là on va passer derrière ce lieu qui est, on va dire, pour le moins abandonné, hein. L'ancienne église. Voilà. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais, voilà, vous voyez bien. Il y a même, je crois, les arbres, la nature a repris ses droits. Les arbres ont poussé tout autour des ruines de l'église. Et même, je crois, à l'intérieur aussi. Et on a quelques tombes qui sont disséminées un peu partout.
Ok, donc je fais un petit tour pour voir ce que ça donne. Là, donc là je vous ai repris en main, voilà. Donc normalement vous devez voir aussi derrière moi, un petit peu. Ouais, il fait quand même très sombre. Ça sera bien étudié pour les prochaines vidéos. Peut-être que j'ai pas des lumières assez puissantes. Et pourtant c'est des éclairages LED. Donc voilà l'entrée de cette église romane. Ça donne quoi si je monte? Est-ce que vous voyez bien là-haut? J'ai monté les ISO au maximum. Là on voit les tombes. Alors, on va rentrer. Donc là, il y avait une entrée qui a été comblée, condamnée. Et au-dessus, on peut voir le clocher carré. On peut voir la marque en pointe, enfin en triangle. On peut voir les traces de la toiture qu'il y avait avant. Et au-dessus, on voit le clocher carré qui a été rajouté en briques. Voilà. Donc cette vieille église avait été... les gens qui habitent sur cette commune, il y a une association qui avait essayé de la retaper, de la remettre un petit peu en état pour pouvoir la préserver. Mais il leur a manqué de l'argent pour continuer les travaux. Donc là, on s'approche de l'autel. On peut voir que il y a un immense chêne qui a poussé au-dessus, qui a les feuilles qui retombent dans l'église, avec les ouvertures dans les parois, les fenêtres. Ouais, ça c'est intéressant, parce que vous voyez, il y a toujours des gens qui viennent mettre des luminis pour faire des prières. Donc on a des luminis, des bougies, des lumières pour donner plus de poids aux prières. Sainte Thérèse, Sainte Cécile, Sainte Germaine de Pibrac, oui c'est ça, paroisse Saint-Joseph de Villeneuve-sur-Lot. Saint-Joseph est souvent prié parce que c'est un protecteur. Notre-Dame de Lourdes, Mère Teresa, Saint Jean-Paul II. Et puis je crois qu'il y en a d'autres dans une autre... là, voilà. Dans une autre ouverture. Alors ça, c'est des petits... il y a des coquillages. Parce que vous savez qu'on n'est pas loin des chemins de Saint-Jacques ici. On n'est pas loin des chemins de Saint-Jacques. Donc on a souvent des personnes, des pèlerins, qui vont sur leur route, sur leur chemin vers Saint-Jacques en Espagne, Saint-Jacques de Compostelle, qui s'arrêtent là où, à un endroit où ils se sentent bien, pour poser des coquillages ou poser des petits cailloux pour marquer leur chemin. Et donc là, une autre ouverture. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Et donc là, l'hôtel. Et oui. Hôtel très rustique, hein, très qui a été maintenu dans son jus. On a encore les blocs de pierre de l'époque.
Je sais pas si c'est des pierres qui datent du 11e ou 12e siècle, si, je pense quand même. Mais c'est assez impressionnant que tout ça soit resté encore quasi... les murs, en tout cas, soient restés intacts depuis toutes ces années. On voit sur le mur, là, qu'il y avait... non, j'allais dire, est-ce qu'il y avait des inscriptions sur le mur? Mais non, je pense pas, parce que c'est une sorte de ciment ou d'enduit qu'ils avaient mis sur le mur, qui est essentiellement fait de briques et de briques rouges, briques en terre cuite et de pierre. Parce que ici, on est dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, dans la région Nouvelle-Aquitaine, sud-ouest de la France, dans la région, dans la zone du Lot. Donc, on n'est pas encore dans le département du Lot, donc ils n'utilisaient pas encore les pierres du Lot qui ont une couleur bien particulière. Ici, dans notre secteur, c'est plus des pierres blanches, pierres un peu comme du calcaire, hein, des choses comme ça. Et il faut savoir que le département du Lot-et-Garonne a été très marqué par les Templiers, les Hospitaliers, enfin tous ces chevaliers qui partaient pour les croisades en Terre Sainte. Et donc on avait pas mal de commanderies, on appelait ça, dans le secteur, qui étaient des bases ou en fait, ou plutôt des lieux fortifiés, puisque certains endroits c'était des commanderies et des petits châteaux, hein, des mini-châteaux, qui avaient été fortifiés par les Templiers, par les Hospitaliers. Il y avait différents ordres en fait de chevaliers chrétiens ou chevaliers de Dieu, et ils se servaient de ces commanderies pour administrer, pour gérer les affaires de chaque territoire, et aussi pour accueillir les pèlerins. Ça servait aussi de lieu de soins, d'hôpital de campagne, hein, pour les villageois, pour les gens de passage, pour les gens aussi du coin. D'où l'ordre de l'hôpital avec les hospitaliers qui a été créé, où là en fait ces moines hospitaliers qui sont représentés souvent par une croix blanche, eux, leur mission principale c'était d'accueillir les croyants et les fidèles et de les soigner. Et on peut voir en haut du clocher carré, là-haut, donc il y a deux ouvertures, deux fenêtres, une plus petite que l'autre, et tout en haut on voit une croix, une petite croix qui a été rajoutée en pierre. Je sais pas si elle est d'origine ou pas, mais alors je sais pas si vous la voyez. Si j'éclaire bien, est-ce qu'on la voit? Je suis où là? Peut-être que vous la verrez, je sais pas, on verra. J'essaierai d'éclaircir un peu l'image au montage. Alors j'ai perdu mon... Je suis où? Je suis là, ok. Voilà, ok, très bien. Et donc il faut savoir que toutes ces églises, on a énormément d'églises romanes dans le secteur, essentiellement aussi dans le sud-ouest de la France. Des églises romanes qui étaient souvent construites dans ces années 1100, 1200, enfin le 11e siècle, le 12e siècle, le 13e siècle. C'était des bases arrières pour les chevaliers templiers, hospitaliers, pour faire des pèlerinages, enfin pour faire les voyages jusqu'en Terre Sainte et revenir. Et donc la mission aussi, une des autres missions de ces chevaliers templiers hospitaliers, c'était de protéger aussi et d'accompagner les pèlerins sur leur route vers Jérusalem, puisque souvent les convois étaient attaqués par des musulmans, ou enfin des sarrasins à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait, des pillards, enfin voilà, toutes sortes de mauvaises rencontres. Donc là on voit qu'il y a des anciennes tombes, je ne sais pas à qui elles sont attribuées, puisque les noms évidemment ont été effacés, ont disparu avec le temps. Mais c'est toujours impressionnant de voir des lieux qui sont chargés d'histoire. Et alors, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est de voir cet arbre immense qui a poussé juste au pied de la tombe.
Et alors, vous savez ce qu'on dit aussi, il y a les histoires de magnétisme, de géomagnétisme. Souvent, ça se voit aussi au niveau des arbres. Il y a des points sur le globe, tout autour de la planète. Le globe terrestre est entouré d'un maillage électromagnétique. Et en fait, il y a des points d'énergie négative et il y a des points qui sont des points d'énergie positive. Et des fois, quand on voit des arbres grands comme ça qui poussent tout droit, c'est souvent un point d'énergie positive qui repart, une sorte de champ électromagnétique qui va du sol, enfin du centre de la Terre vers le ciel, et qui est très positif, de l'énergie positive, où on se sent bien, où il y a tout est plus léger, tout va bien. Et en revanche, sur des points, ça s'appelle des nœuds, hein, je crois. Après, il y a plusieurs noms. Moi, je suis pas géobiologue, ça s'appelle. Être géobiologue, c'est des personnes qui font des formations et qui connaissent bien ces différents détails. Là, par exemple, cet arbre qui est tortueux, je sais pas si vous le voyez, eh bien, ça veut dire qu'il a poussé sur un point négatif, chargé en énergie négative. Et donc, ça se ressent dans la façon dont son tronc est torturé. On sent qu'il a lutté pour essayer de pousser vers le ciel. Sa croissance a été impactée par des énergies. Et ces églises romanes, qui datent de cette époque-là, en fait, à l'époque, les anciens avaient un savoir qui tend à se perdre aujourd'hui. Ils étaient très à l'écoute de ces champs magnétiques, de cet environnement géomagnétique, et donc ils savaient comment orienter les bâtiments, les constructions pour que ce soit harmonieux, pour qu'on s'y sente bien, et ils savaient aussi choisir les lieux où les construire, tout en tenant compte de tous ces aspects électromagnétiques et autres, de l'environnement, du contexte, tout ça, s'il y a un point d'eau à côté. D'ailleurs ici, il y a un ruisseau qui passe à côté, puisque ici c'est... Alors, je vous dis enfin le nom de cette ancienne église, c'est l'église Saint-Germain, qui est juste à côté d'une petite commune qui s'appelle le Temple-sur-Lot, qui a été construite à côté sur les bords du Lot. Et cette commune s'est appelée le Temple-sur-Lot, puisqu'il y a une ancienne commanderie qui avait été installée par les Templiers, justement, d'où le nom du Temple-sur-Lot. Et donc vous pouvez y venir encore, il y a beaucoup de touristes qui viennent tous les ans pour visiter la commune, et surtout pour visiter sa commanderie, son ancienne commanderie, qui a été préservée, qui est encore en très bon état, et on peut voir que c'était un mini château, en fait, une petite fortification, qui permettait aux Templiers, à l'époque, d'administrer les affaires locales. Je crois qu'ils avaient instauré aussi un péage sur le Lot pour collecter de l'argent auprès des gens de passage, pour accueillir les pèlerins, pour soigner les gens, etc. D'où le nom du Temple-sur-Lot. Mais l'église Saint-Germain, je vais pas vous dire exactement où c'est, parce que elle est pas loin de la commune, mais il vaut mieux que ce lieu il soit un peu préservé, et je vous laisse chercher par vous-même sur internet. Mais il faut savoir que, pour la petite histoire, il y a une association qui s'est créée il y a quelques années sur la commune, et qui voulait mettre de l'argent pour aider à préserver cette église. Et là on voit l'ouverture. Et cet arbre immense encore qui a poussé vraiment contre le mur. Et donc ils avaient lancé un crowdfunding sur internet pour essayer de récolter des fonds pour continuer à reconstruire la toiture, etc., la remettre en état. Mais ils n'ont jamais réussi à trouver le financement. Et puis la commune de l'époque, enfin l'équipe municipale, le maire de l'époque, n'a jamais vraiment trouvé utile d'investir de l'argent enfin, en tout cas d'aider, de participer aux travaux de remise en état de cette ancienne église, qui est pourtant un monument du patrimoine local. Pour toute son histoire, elle est chargée en histoire,
Et ce serait vraiment dommage que ça disparaisse, que ça tombe en ruine. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, hein, grâce à un peu d'argent. Et là, il y a de l'eau qui a coulé, il y a de l'humidité. Mais ce serait dommage que tout ça, ça disparaisse. Donc bravo à tous ceux qui ont mis de l'argent et des efforts pour tenter un minimum de préserver tout ça, de faire que que tout ça reste encore, que je puisse vous faire cette vidéo. Donc là, on a une petit carton avec des infos. L'église Saint-Germain, édifiée sur une motte et orientée est-ouest. Comme la plupart des églises romaines à l'époque, hein, elles étaient souvent orientées dans ce sens-là, pour des raisons, encore une fois, géomagnétiques. Au sud et en contrebas, donc par là, passe le ruisseau de l'Autonne, qui se jette dans le Lot et à une centaine de mètres par un beau confluent très large, très sauvegardé et qui constitue un site naturel exceptionnel qui englobe la toute nouvelle voie verte qui arrive du nord-est du département. L'ensemble constitué par l'église et son environnement se situe à l'extrémité nord de la commune et est aussi la zone archéologique Saint-Germain-Billon, avec présence attestée d'une occupation paléolithique-néolithique qui a fait l'objet d'une protection. Donc il y avait déjà des habitants ici à l'époque, la période paléolithique. Pour le côté historique, l'édifice a été construit au XIIIe siècle et dépendit des Templiers puis des Hospitaliers. L'église présente un simple vaisseau orienté avec un chœur de briques et de pierre, avec fenêtres à remplage à mouchettes, sans doute ajoutées au XVIe. Le mur et le portail sud, donc la grande porte par laquelle je suis entré tout à l'heure, surmontée d'une croix de Malte, donc la croix des Templiers, et plus tard la croix des Hospitaliers, semble également datable du XVIe siècle. Le clocher de briques ouest-est est percé de 2 grandes baies. L'église a été incendiée en 1572 lors des guerres de religion, puis restaurée. Aujourd'hui, elle est à l'état de ruine, consolidée avec l'aide de la sauvegarde de l'art français. Donc ils nous ont dit qu'il y avait une croix de Malte au-dessus de la porte. Donc on va aller voir. Alors ça, c'était l'ancienne porte qui a été condamnée. Vous me dites, hein, si vous voyez des créatures étranges ou un fantôme de chevalier qui surgit derrière moi, avec l'aide de la lumière, de la torche. Donc on va se rapprocher. Et donc... Ah ouais, on la voit. Est-ce que vous la voyez, la croix de Malte? Je vais vérifier à l'écran. La petite croix qui est juste au-dessus, à la pointe de la porte. Donc on va dire que c'est le trésor de cette vidéo. Je vais me rapprocher. Est-ce que vous la voyez, la croix? Voilà. Un signe des personnes qui étaient là, les tout premiers, à l'époque de la construction de cette ancienne église. Donc évidemment, comme je vous disais, ces endroits étaient construits en étudiant tous les aspects géomagnétiques, et les églises, bien souvent, dans le sud de la France, et après aussi dans tout le reste de la France, hein, bien naturellement, elles étaient construites de manière à ce que les fidèles qui entraient à l'intérieur, on faisait en sorte qu'ils se sentent bien. Il fallait que quand les personnes rentrent dans les églises pour faire leurs prières, ils se sentent bien naturellement. Il fallait que pour qu'ils ressentent du réconfort, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sentent une présence qui les aide à retrouver de la force, à retrouver l'espoir, à garder la foi. D'où cette orientation est-ouest. Et souvent, les clochers et entrées principales sont souvent orientés vers l'ouest, vers le soleil couchant. Alors il faut savoir que les Templiers, l'ordre des Templiers, après leur chute, la chute de leur empire à Saint-Jean d'Acre en 1291, bien après ça a été le début de leur déclin. Ils ont été tous arrêtés. L'ordre des Templiers a été quasiment éradiqué. Ils ont été massacrés et arrêtés. Je crois que c'était un vendredi 13, parce que d'où encore une fois une
une des explications du vendredi 13. C'était un vendredi 13 octobre 1307 où le roi Philippe le Bel a ordonné, enfin il avait ordonné que ce jour-là, tous les Templiers de France soient arrêtés et massacrés si possible, suite à des dénonciations, suite à... je ne sais pas si c'était des dénonciations calomnieuses ou si c'était des actes de trahison de la part d'anciens Templiers, mais de personnes qui avaient fait des déclarations en disant que les Templiers s'adonnaient à des actes limite satanistes, avec des actes sexuels, ils crachaient sur la croix du Christ, ils accumulaient, ils amassaient des trésors, sur la pauvreté des fidèles. Donc il faudrait creuser l'histoire et faire encore plus de recherches pour savoir si ces déclarations, si ces aveux, si ces dénonciations étaient vraies ou pas. Toujours est-il que toutes ces informations, peut-être c'était des fake news à l'époque déjà, toutes ces informations peut-être étaient fausses, et c'est à cause de ça que c'est ça en fait qui a signé l'arrêt de mort des Templiers en France, qui ont ensuite été à qui ont succédé évidemment en ce lieu les Hospitaliers, qui eux étaient des moines chevaliers aussi, mais plus qui avaient une réputation davantage d'accueil et de soins pour les fidèles. Les Hospitaliers étaient plus c'était un peu plus le côté médicinal et le côté soins, voilà, accueil, effectivement, prise en charge des malades, et jusqu'à Jérusalem, hein. Donc alors après, je sais pas si il y a eu plusieurs ordres de Templiers, plusieurs ordres de chevaliers de Dieu. Je sais pas si vous les connaissez tous, mais il y a eu évidemment les Templiers, il y a eu les Hospitaliers, donc les Templiers avec la croix rouge sur fond blanc, les Hospitaliers croix blanche sur fond noir, sur leur toque noire. Il y a eu les chevaliers teutoniques qui étaient germains, ou germaniques, je sais pas comment il faut dire, qui avaient une croix noire sur fond blanc, et un autre ordre qui était lié à l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Ils avaient une croix verte sur fond blanc. On les appelait les chevaliers morts-vivants. Pourquoi on les appelait comme ça? Parce qu'ils étaient liés au sort, à la destinée du roi Baudouin IV, je crois, qui a été roi de Jérusalem pendant un temps, qui était atteint de la lèpre. Et ces chevaliers morts-vivants, ces chevaliers templiers à la croix verte, en fait, ils étaient tous atteints de lèpre. Ils étaient tous lépreux. Donc en fait, ils ont acquis une solide réputation sur le champ de bataille, ces chevaliers lépreux, parce qu'en fait, ils avaient plus rien à perdre. Ils étaient quasiment déjà morts, et en raison de ça, ils étaient, quand ils étaient encore un peu en forme, c'était des guerriers presque suicidaires sur les champs de bataille, et ils faisaient de lourdes pertes chez les ennemis, parce que même si les ennemis arrivaient à en réchapper et étaient parfois blessés, eh ben, il y avait le risque quand même d'être infectés par la lèpre. Donc dans tous les cas, les chevaliers morts-vivants s'en sortaient, vainqueurs, parce que même s'ils avaient laissé s'échapper l'ennemi, ils avaient réussi à contaminer celui-ci. Voilà, il y a un trou, je sais pas jusqu'où ça va. Donc c'est vachement intéressant, hein, toutes ces histoires. Donc voilà, faites vos recherches sur Google, les chevaliers morts-vivants, les chevaliers lépreux. Par contre, j'aimerais bien faire un truc. J'ai un détecteur de champs électromagnétiques. J'aimerais bien voir si ça capte quelque chose, comment il se comporte. Si on arrive à capter encore des trucs. Donc je sais pas si vous le voyez là. Ouais, je vérifie.
Alors, pas facile. Oui, on le voit. Je vais peut-être descendre la caméra un peu. Voilà. Alors on va l'allumer. Voilà. Et on va se déplacer. C'est un K2. Qui permet de détecter des perturbations électromagnétiques. Évidemment, j'ai déconnecté le téléphone. Et on va voir si je capte quelque chose. Un truc anormal dans ce lieu. Sur l'hôtel peut-être. Alors je récupère des toiles d'araignée au fur et à mesure. C'est génial. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, je capte rien. On va aller voir à l'extérieur aussi. Non, c'est rien. Peut-être près de l'entrée. Non, rien. Et sous la croix de Malte. Rien non plus. Apparemment ça a l'air d'être un lieu paisible hein, parce que je détecte aucune perturbation. Ça n'a pas l'air d'être du tout un lieu hanté par quelque chose ou quoi que ce soit ou une quelconque forme d'énergie ou de perturbation. Ça a l'air très calme. Et c'est vrai que quand on est à l'intérieur de l'église, on a tendance à se sentir plutôt bien. Bon, écoutez, rien à signaler. Donc j'entends des bruits. Parce qu'on est dans la forêt quand même, donc ça c'est vivant, hein, il y a de la vie autour. J'espère que mon téléphone est toujours là. Ouais, il est toujours là. Bon. Écoutez, j'ai rien détecté. Par contre, il y a des petits bruits autour, je pense que ça doit vivre. Et puis il y a un ruisseau à côté, on a vu que c'était l'automne. Donc ça doit être habité par les animaux. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit lui ?
Donc c'est bon. Bien, ça c'est bon. Évidemment, souvent, bon, je vais l'éteindre hein, parce que ah oui, là je capte quelque chose. Vous voyez, ça marche parce que il y a quand même un petit champ électromagnétique avec le téléphone. Donc ça c'est normal. J'ai failli me réjouir. Donc ça veut dire que ça marche. Ça, on a pu tester. Parce que j'avais le Bluetooth activé sur le téléphone pour pouvoir contrôler la caméra. Donc c'est ça qu'il a détecté. Mais sinon, vous voyez, le reste, c'est plutôt calme. J'ai rien détecté. Du coup, je vais le laisser allumer au cas où je capterai quelque chose. Le téléphone, on va le ranger. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais le mettre dans cette poche. Ce que je voulais dire, évidemment, oui, ces églises étaient souvent construites à côté de points d'eau, de ruisseaux. Pour leur côté, il y a eu de nombreux cas de personnes qui ont été guéries miraculeusement parce qu'elles se baignaient dans les eaux à côté d'une église ou d'une chapelle. Des guérisons miraculeuses. Donc ici, c'est pas trop le cas. Mais on peut constater que, encore une fois, c'est une église qui a été construite près d'un ruisseau. L'eau, c'est la vie, en fait. C'est ça. Et puis après, beaucoup de gens vont me poser la question, oui, mais c'est quoi le lien avec les ovnis? J'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de poser la question. Il y a toujours des liens, puisque on fait partie de tous du même univers. Donc, de nombreuses fois dans l'histoire, des ovnis ont été vus dans le ciel par différentes personnes, par différents témoins. Que si on veut remonter loin, on peut remonter jusqu'au général romain Lucullus, en 74 avant Jésus-Christ, qui, juste avant une bataille contre, je crois que c'était l'armée grecque, qui avait aperçu un grand objet en feu dans le ciel, et qui s'était arrêté juste au-dessus entre les deux armées, et qui avait quasiment mis fin à la bataille. Et on peut aussi voir à de nombreuses reprises dans des tableaux, des grandes peintures qui remontent à plusieurs siècles, représentant des scènes de la Bible et des scènes avec Jésus-Christ. On peut souvent apercevoir des objets volants dans le ciel qui ont été peints en arrière-plan et qu'on peut interpréter comme des anges ou comme des ovnis. Je vous invite je crois que j'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne. Et alors, est-ce qu'on pourrait oser imaginer que des chevaliers, templiers ou autres, hospitaliers ou chevaliers lépreux ou même teutoniques, peut-être que parmi eux, certains rares élus auraient eu la chance ou peut-être le malheur d'apercevoir dans le ciel des croisades quelque part en Terre Sainte ou sur leur chemin vers Jérusalem, peut-être qu'ils auraient aperçu à certaines occasions des objets, certains objets volants dans le ciel, de jour, de nuit, peut-être au-dessus d'un champ de bataille, je ne sais pas. J'ai cherché un peu sur internet, mais j'ai pas trouvé vraiment de récits. Par contre, il y a beaucoup de récits autour des pillages, des pillards qu'il y avait sur les chemins vers Jérusalem. D'où l'utilité de ces différents ordres qui étaient là pour sécuriser la voie et pour protéger les pèlerins. Mais voilà, donc bon, j'ai rien détecté de nouveau pendant que je parlais, donc tout est paisible, tout est calme. Un silence de mort, j'ai envie de dire, à part peut-être les bruits alentours. Mais on va dire que ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop sombre. C'était un premier test, voilà. Certainement que les prochaines vidéos, je les ferai plus de jours. Ce sera peut-être un peu plus facile à gérer et on aura plus de chances peut-être de voir des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris au moins des choses et que vous en voudrez d'autres. Ça vous aura donné envie d'en regarder d'autres sur la chaîne.
Et merci aux autres abonnés anglophones qui sont restés jusque là. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est cool, c'est super cool, vous êtes des champions. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était DosGeek sur la chaîne UFO section 51. Pour vous faire découvrir ce lieu, oui, on va dire ce lieu sacré, hein, qui existe encore après plusieurs siècles. Et donc ça m'a fait plaisir de vous découvrir cet endroit un peu perdu dans le sud de la France, que très peu de gens finalement viennent visiter, à part quelques croyants ou quelques fidèles encore. On a vu que ça se compte sur les doigts d'une main qui viennent des fois déposer une petite prière. Je suis sûr que ce lieu a vécu beaucoup d'épisodes historiques, et ce lieu est chargé d'histoire, on le sent, on le voit quand on voit les murs, quand on voit tout l'environnement, quand on voit le site. Et donc on va rendre hommage à ce lieu sacré. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager au maximum pour faire découvrir ce lieu, à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver. C'était DosGeek, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, très vite, j'espère très vite pour une nouvelle vidéo de ce style, pour encore un lieu inexploré ou un lieu vraiment très mystérieux, où il y a beaucoup encore des choses à découvrir. Et on se retrouve, oui, très vite, à très bientôt. Live long and prosper, longue vie et prospérité, comme j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne. À très bientôt.